mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. Le nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez, Lucas, Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast spécial présentation des Ardennaises. Ça y est, les pavés, c'est terminé, direction les monts des Ardennes. On est au sud de la Belgique, ça va grimper et on va voir des profils un petit peu plus menus, grimpeurs, et forcément pour parler de gens qui grimpent bien, quelqu'un qui descend très bien, mais pas forcément le vélo. François-Pierre Noël, salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Effectivement, je descends très bien à vélo aussi, hein. mais je monte pas bien, c'est ça le problème. Oui. Le problème c'est que pour descendre il faut savoir monter et on n'a pas forcément tous les deux le gabarit d'un grimpeur, non? Exactement. Ouais, alors moi je montais beaucoup le Mont Saint-Aubert à une époque, alors moins vite que mes amis, mais je le montais quand même. Après de tourner pour ceux qui connaissent. Voilà, forcément en ch'ti que tu es, bon, exilé en Suisse, hein, forcément pour aller chercher les avantages fiscaux maintenant, on se connaît. Bon, bien remis de ce Paris-Roubaix. On a débriefé tous les deux. On rappelle 100e numéro de Vélo Podcast qu'on a enregistré il y a quelques jours. C'est le 101e aujourd'hui. Effectivement, d'ailleurs à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, hein, Spotify, Deezer et Apple Podcast, sur YouTube également pour revoir tes magnifiques interviews aussi, je fais de promo là-dessus, mais de Steve Chenel, Nico Matane aussi, c'était très intéressant, mais je trouve vraiment trouvé ça très bien. Jetons-nous des fleurs parfois, ça fait plaisir, et puis n'hésitez pas à nous noter, Guillaume aussi, lors de ses interviews, 5 étoiles ou pas. Non, ça vaut 5 étoiles. J'achète. Danse avec les stars, allez, je veux un panneau à 10. Là, voilà. Ça vaut 5 étoiles. Non mais oui, alors bien remis de Paris-Roubaix, alors c'est bien parce que c'est vraiment la période de l'année qui est très cool, puisqu'on change de terrain, mais il y a des courses tous les 3 jours. Là, on a eu le Tour de Limbourg avec Milan Fretin pour la Cofidis qui gagne. Ça m'a fait plaisir et je voulais le placer. Et puis, il se remet bien la Cofidis là quand même. Hein. Alors, il y a eu quelques petits remous, voilà. Mais sur le vélo, c'est pas mal. Vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, la fameuse expression, c'est vrai. Mais moi, je trouve qu'ils sont quand même bien partis cette année pour se maintenir. Ça me fait plaisir parce qu'avec les moyens qu'ils ont et puis ce qu'ils font, on parlera peut-être plus tard des affaires extra sportives, peut-être avec Cédric Vasseur, le lien avec les coureurs, mais au moins leur mission aux coureurs de faire sauver Cofidis, elle est pour l'instant bien en marche et c'est assez intéressant. Mais il y en a en mission maintien, les Astana, ils sont aussi pas mal. Oui, effectivement, ils sont pas mal et puis c'est vrai qu'ils sont super intéressants. Je les trouve un peu moins bien depuis quelques temps quand même, mais depuis quelques semaines, je veux dire. Hein, ils ont fait un gros début de saison, ça s'essouffle un peu, sauf quelques-uns comme Clément Champoussin par exemple. Mais c'est super intéressant, ça va être serré jusqu'au bout et je me demande si tu vois. Des équipes comme Picnic qu'on n'avait pas trop mis sur le devant de la scène dans les équipes qui pourraient tomber, c'est pas elles qui vont finir par tomber. Bref, un autre débat, mais moi je trouve ça intéressant quand même. On le fera le débat sur le maintien et les descentes. On essaiera de faire un podcast avec les copains de Vélo Futé parce que eux ils suivent de très près tous les mardis ce dossier des montées et des descentes. Moi, ce truc, c'est que je pense que Astana était très intéressant, mais on en reparlera de manière plus prolongée après. Ils ont été très intelligents et très intéressants. En fait, ils ont ciblé les courses de début de saison, là où les grands favoris n'ont pas encore repris, sont pas encore au top de leur forme, pour scorer un maximum de points. Et quand les favoris reviennent, il y a beaucoup moins de points en jeu, mais on le voit encore, je crois que c'est sur le Tour des Flandres où ils ont réussi à placer encore des gars pour aller marquer des points. Donc bon, on va les voir encore d'ici la fin de la saison. Bon, les Ardennaises, on va en parler, FP. Déjà, très rapidement, alors non, juste avant, les scores de Vélo Podcast. Ça fait depuis un mois et demi, on tourne à plus de 10 000 auditeurs, c'est top, un grand merci vraiment. Les chiffres sont assez impressionnants en ce moment, donc continuez. Et puis la notation est très importante sur la plateforme de streaming notamment, 5 étoiles, Apple Podcast, Deezer, Spotify, et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube, on approche petit à petit, très lentement mais tranquillement, des 1000 abonnés, donc ça c'est cool. Les Ardennaises, FP, j'en parlais, on a eu toute cette période de Flandrienne des pavés, ils savent très bien faire monter la sauce pour les pavés, mais alors les Ardennaises, j'ai l'impression que c'est le soufflet qui arrive là, et puis top, allez, en une semaine, Ardennaises terminé, et vraiment, ils sont ces Ardennaises sont complètement dévalorisées avec le temps, j'ai l'impression. Oh, tu veux dire que t'es moins hypé par les Ardennaises que les Flandriennes? Les Flandriennes, ils savent faire monter la sauce par rapport aux Flandriennes. Oui, après, je pense que c'est lié à l'histoire. On en avait parlé encore plus du Tour des Flandres par rapport à Paris-Roubaix aussi, mais oui. là,
Après, je pense que t'es un peu lié à ton histoire aussi. Liège-Bastogne-Liège, il y a quand même des courses mythiques. Tu vois, pour moi, Liège-Bastogne-Liège reste la meilleure course des trois. Peut-être que la différence qui se fait avec les Flandriennes, c'est que les Flandriennes, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, t'as quelques courses avant ça, mais c'est un peu l'apéritif. Mais c'est vrai que Tour des Flandres et Paris-Roubaix, c'est difficile de dire laquelle est la meilleure. Tu vois, quand t'es neutre, moi, je vais te dire Paris-Roubaix. Mais quand t'es neutre, peut-être c'est différent vu qu'elles sont belles toutes les deux pour différentes raisons. C'est vrai que les Ardennaises, au final, moi, je suis toujours attaché plus à Liège qu'aux autres. Et pour moi, c'est un peu comme les apéritifs des Flandriennes. L'Amstel, moi j'ai toujours été j'aime bien l'Amstel, mais j'aime bien, tu vois, je peux pas dire que j'adore et que je vais pas la rater. Si par exemple vraiment si Lille joue, je vais pouvoir regarder plutôt Lille que la Flèche, que la Flèche par exemple aussi, ou l'Amstel. En revanche, s'il y a Liège qui se passe et Lille, je dois remettre les deux. Tu vois, c'est ça la différence, je trouve, un peu dans ton impression cycliste. Après, je sais pas si t'as la même, mais... Ligue des Champions ou pas Ligue des Champions pour le LOSC? Oh, non, je crois pas, non. Non, alors là, loin de là. Je pense que notre niveau de jeu en ce moment, c'est le niveau de beaucoup d'équipes françaises en cyclisme, malheureusement. Bon. Non, après, pour les Ardennaises, par rapport au débat flandrienne-ardennaise, je trouve, en fait, et c'est là tout ce qui fait le sel aussi de ce débat, c'est que la société Flanders classique a tout bien vu pour mettre en avant ces épreuves et faire monter la sauce jusqu'au Tour des Flandres. C'est vrai, oui, je suis assez... Tu vois ce que je veux dire? Ils font plein de courses pendant un mois et demi, où ils passent dans tous les monts, là, tu vois, à chaque course, il y en a une dizaine, ils passent dans tous les monts, et donc en fait, les gars viennent repérer sur les courses, et t'as pratiquement les meilleurs coureurs sur les courses pendant un mois et demi. C'est vrai. Et ils ont tout compris. C'est vrai, non, c'est juste. Après les scénarios aussi, quand tu vois Remco Evenepoel ce qu'il a fait, il a aussi marqué les Ardennaises de son empreinte récemment, donc ça a aussi, je pense, gagné en popularité également un petit peu plus avec Remco Evenepoel. C'est aussi quel est ton vainqueur, tu vois, et comment il gagne également. Parce que tu vois, on se rappellera tous de cette édition de Liège-Bastogne-Liège, c'est Roglic qui gagne, quand il y a la Philippe au sprint, Hirschi, enfin j'en oublie quelques-uns. 2020 déjà, ça date. Mais tu vois, pour moi, c'est un Liège-Bastogne-Liège marquant, tu vois, avec ce côté incertain. Enfin, c'était assez brillant aussi de voir ça. Et après, au final, il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées les dernières années dans les Ardennaises. Pogacar, quand même, qui chute, c'était l'an passé. 2023. 2023 déjà. Je vieillis trop vite. Ans. Mais tu vois, non mais voilà, tu vois, il y a quand même eu des choses et c'est quand même des courses particulières. Après, c'est vrai que depuis quelques années, à chaque fois, t'as pas toujours tous les gros non plus. Donc t'as toujours un monstre qui est là et qui va gagner. C'est après, reste à savoir qui va être derrière lui et qui va pouvoir faire quelque chose. Mais cette année, aussi le côté où il y a un revenant avec Remco Evenepoel, comme on les appelait dans le podcast avant, les demi-dieux qui arrivent. Et puis face au dieu Pogacar, donc on va voir comment ça va se passer. Alors on va en parler. Première thématique de ce podcast ardennaise partie homme. Ça va être 3 thématiques principales. Vous allez voir, première thématique autour de Tadej Pogacar, forcément, qui vient de sortir d'une campagne de Flandrienne réussie, vainqueur du Tour des Flandres et deuxième de Paris-Roubaix. Il s'aligne sur les 3 Ardennaises, sur l'Amstel, sur la Flèche et à Liège-Bastogne-Liège. Et il faut quand même rappeler que Tadej Pogacar, il a déjà remporté les 3 courses, pas la même année. Il a remporté Liège en 2021 et en 2024, l'Amstel et la Flèche en 2023. Donc pas de triplé. Il a buté dessus en 2023, il avait remporté l'Amstel et la Flèche, mais on se rappelle de sa chute et de sa fracture du poignet qui l'avait handicapé notamment dans sa préparation pour le Tour de France, où il avait terminé ensuite deuxième du Tour derrière Vingegaard avec une préparation tronquée. Pour les chiffres un petit peu, seuls 4 ont fait le triplé ardennais la même année. 2 hommes, 2 femmes. Les femmes, Anna van der Breggen en 2017, Demi Vollering en 2023, et les 2 hommes, FP, bon alors... Je t'ai filé le menu un petit peu avant, mais tu les avais? Non, alors David et Rebellin, oui, parce que c'est connu. Philippe Gilbert, j'avais oublié, c'est horrible. Mais en fait, oui, Philippe Gilbert quand même, c'est vrai. C'est son année incroyable en 2011, où je crois qu'il est d'ailleurs champion du monde en 2011. Philippe Gilbert et David. Il est champion du monde en 2011, Philippe Gilbert, ou plus? J'ai un doute, tu me mets le doute maintenant. Parce que j'avoue que tu vois, les dates depuis le début de ce podcast, je suis pas très bon, donc je vais pas te dire oui tout de suite. Alors, je vais aller chercher. Mais David et Rebellin en 2004, oui. Le regretté David et Rebellin, qui avait fait une année extraordinaire sur cette année 2004. Ah oui. C'était l'homme de ces courses ardennaises, hein, avant Philippe Gilbert qui arrive. Non, c'était. Et puis avant Alejandro Valverde aussi, qu'on oublie un peu, mais aussi.
mais bon, l'homme plus de la flèche peut-être que des Ardennaises, mais malgré tout, voilà, qui était un coureur marquant. Mais c'est vrai que ça va être passionnant cette année, hein, avec Pogačar. Je suis curieux de voir aussi un peu comment va s'organiser l'équipe UAE, que j'ai pas trouvé dingue, moi, sur les Flandriennes, hormis sur Paris-Roubaix, où il y avait un bon jeu d'équipe avec Florian Vermeersch derrière, mais il a pas pesé sur la course de Pogačar. Oui, mais tu sais, on s'est beaucoup plaint de certaines équipes qui pesaient pas. Je trouve que là, enfin, il était placé, tu vois, tu peux pas lui reprocher ça, pour le coup. Le job est fait, tu vois. Alors oui, c'était pas exceptionnel, mais le job, il était là, en fait. Donc, il y aurait pas grand chose à lui reprocher. Philippe Gilbert, champion du monde en 2012. L'année d'après, okay. Il avait fait une année 2011 incroyable avec la BMC. Ouais. Et donc, voilà. Donc, moi, je trouve que je suis assez curieux de voir comment va s'organiser l'équipe UAE, que je trouve depuis le début de l'année bizarre au niveau tactique sur plusieurs courses. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Non, mais c'est vrai. Après, ou même, tu vois, là, on parlait de ça dans le dernier podcast rapidement, mais le Tour du Pays Basque, j'ai regardé plusieurs étapes. Quand tu vois la gestion de Joao Almeida avec Isaac Del Toro, enfin, parfois, je comprends pas ce qu'ils veulent faire. Enfin, c'est difficile à cerner. Alors, c'est vrai qu'ils gagnent des étapes, ils gagnent des courses, la preuve, mais tactiquement, c'est étrange, quoi. Puis, enfin, tu sais, en fait, c'est toujours pareil. T'as l'impression que tu sais pas trop comment ça passe, mais ça passe. Après, il faut dire qu'ils ont des très très bons coureurs. C'est plus facile avec ça. Mais on voit encore sur le Tour des Abruzzes avec Ivo Oliveira ou encore Kovi qui Torres, gagne, c'est ça, il y a Kovi qui a gagné, il y a Torres aussi qui est là, Pablo Torres, donc le jeune coureur espagnol qui est placé au général pour l'instant. Je crois devant Mathis Rondel d'ailleurs, de la Tudor. Mais bref, oui, non, je suis d'accord avec toi, c'est curieux et c'est pour ça que les Ardennaises c'est aussi intéressant de voir pour Pogačar parce que évidemment qu'il a une jambe, je pense, au-dessus de ses concurrents, même s'il y a le retour de Remco Evenepoel, mais je vois pas en fait, enfin, qui peut le contester vraiment parce que peut-être que même sans équipe, au final, Pogačar est jamais aussi fort que seul, en fait, tu vois. Enfin, il faut le placer, il faut pas qu'il tombe, mais s'il est pas tombé, et encore, mais s'il est pas tombé, a priori, il est invincible, en fait, en ce moment. On va parler des adversaires de Tadej Pogačar après dans la seconde thématique, qui pour briller derrière lui, finalement, c'est un peu la question qu'on va se poser. Mais pour revenir à Tadej Pogačar, autre point, 5 coureurs dans l'histoire, 4 plus Pogačar ont remporté les 3 courses sans avoir fait de triplé. Et si au niveau des records dans l'histoire du cyclisme, dès qu'il y a une question, il y a toujours Eddy Merckx en réponse, et bien Eddy Merckx, je suis tombé de ma chaise. Eddy Merckx n'a jamais fait le triplé ardennais la même année, tout comme Bernard Hinault, qui sont quand même les 2 plus grandes légendes du cyclisme. En tout cas, je pense en termes de coureurs complets qui ont gagné partout. Et il y a aussi eu Danilo Di Luca et Michele Bartoli qui ont donc remporté les 3 courses, mais pas la même année. Tadej Pogačar, alors moi je me pose la question. On parle de ces Ardennaises de manière globale. Il va y avoir peut-être une gestion de la semaine. Tadej Pogačar, il a fait une course en plus par rapport à d'habitude. Et c'est Paris-Roubaix. Il est sorti cramé, je pense, de Paris-Roubaix. Il s'est donné. Je me demande si réellement il va disputer l'Amstel avec la volonté de se donner ou d'attaquer de loin comme il a l'habitude de le faire, sachant qu'il y a une modification du parcours, il y a le retour du Cauberg dans le final. Est-ce qu'on va essayer de contrôler pour l'amener au pied du Cauberg en meilleure position et il fera un effort de, allez, on va dire 3-4 km entre le pied du Cauberg et l'arrivée? Est-ce que tu le sens en capacité d'aller gagner les 3 courses? C'est un peu ça la question. Est-ce qu'on va vers un triplé de Pogačar cette année, la même année? En fait, je vais pas changer mon argument que ce que je disais sur Paris-Roubaix. C'est qu'en fait, là, il fait les courses pour bâtir sa légende, tu vois. En fait, je crois qu'il a passé un cap. Tu sais, à un moment, je pense que t'es là pour gagner, d'une part. Mais en fait, là, il est vraiment là pour gagner. Certes, mais en fait, il veut inscrire son nom dans la légende du cyclisme. Ça veut dire qu'il doit battre des records. Et forcément, quand on dit battre des records, c'est des choses qui sont extrêmement rares, évidemment, et c'est des choses très difficiles. Donc pour moi, oui, je suis d'accord avec toi. Peut-être que tactiquement, il va y avoir une gestion de la semaine. Encore une fois, le point faible de Pogačar, je pense que c'est son équipe, dans le sens où ils ont peut-être les meilleurs coureurs, mais que tactiquement, de ce qu'ils ont montré depuis le début de saison, je suis pas convaincu, parce qu'ils font beaucoup d'erreurs, qui leur coûtent pas cher, parce qu'ils ont un talent, un mec qui est exceptionnel, c'est Pogačar. Mais en fait, Pogačar, là, ce qu'il fait, c'est qu'il veut juste battre des records. Donc, est-ce que tu me dis, en fait, ça dépend de la course, comment elle va être. En fait, tout va dépendre aussi du contexte. Imagine, tu as une grosse échappée, les équipes autour du AE, les attaquent, les agressent, on va dire entre guillemets, donc en les attaquant au fur et à mesure avec des outsiders constants, peut-être que tu as une chance de le piéger ou d'avoir une belle échappée qui se maintient et Pogačar n'est pas capable d'aller la chercher. Pour te couper, contrairement au classique pavé, je trouve que l'équipe qui est autour de Pogačar le reste de l'année, notamment dans les grands tours, est beaucoup mieux organisée tactiquement.
sur les Ardennaises aussi. Là, on va avoir du Timo Ehlens, on va avoir du Narvaez, on va avoir du Novak, du Sivakov, du McNulty. Je trouve que l'équipe est mieux organisée et la course est plus facilement contrôlable sur des Ardennaises. Oui, mais regarde, là tu me cites des coureurs, ils étaient par exemple là, la plupart, alors pas tous, mais la plupart étaient là à Milan-San Remo. Et Milan-San Remo, tactiquement, je suis désolé, UAE a pas fait une bonne course. Et ils ont grillé beaucoup de cartouches trop vite, notamment Narvaez qui avait très vite lâché alors qu'il devait emmener Pogačar beaucoup plus loin. C'était, je crois d'ailleurs, Isaac Del Toro qui avait dû le remplacer un peu au pied levé, si je me trompe pas. Mais en tout cas, je trouve que oui, alors t'as peut-être raison que sur le papier c'est meilleur, mais pour l'instant, je veux dire, aucune formation UAE depuis le début de saison m'a fait dire ah ouais, cette équipe-là, quand elle est formée comme ça, ok, elle est imbattable, tu vois. Pas comme l'époque Sky qu'on a eu à une époque aussi avec Froome, tu vois, où tu disais l'équipe autour c'est tellement rodé, chacun avait son rôle précis, tu savais qui allait faire quoi, c'était quasi imbattable en fait pour les autres équipes. Là, je trouve qu'il y a une petite faille. Après, là encore, au niveau tactique, les UAE sont beaucoup mieux organisés quand ils travaillent pour Pogačar. Au lieu de travailler pour d'autres, on pense à Almeida qui va être leader au Tour d'Italie. Par exemple, mais regarde Milan-San Remo. Alors c'est parce que évidemment Pogačar a une jambe au-dessus de tout le monde et puis qu'il savait où est-ce qu'il devait attaquer. Mais c'est un parcours plus concentré Milan-San Remo par rapport à Liège-Bastogne-Liège. C'est un parcours plus concentré. C'est dans le final, ça joue sur quelques kilomètres à peine. C'est pour ça que je te dis. Passer au cordeau, notamment avec la Cipressa. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une petite chance. Tu vois, peut-être que la chance, au lieu d'être à 0,1%, elle est à 0,2 pour moi. Tu vois, pour les autres coureurs. Ouais. Bon. Tadej Pogačar, en tout cas, le constat, et c'est pas forcément une surprise, il est favori pour les 3 courses, d'autant plus avec le Koberg replacé dans le final, où pendant longtemps il y a eu alors course de côte, oui et non, c'est qu'il y a l'arrivée dans le centre de Valkenburg 2 km après le sommet du Koberg, et il y a ce temps d'attente un petit peu, mais on sait que si Pogačar place une mine derrière, c'est quand même compliqué d'aller suivre. Et l'équipe va être organisée autour de lui pour ensuite l'emmener de la meilleure des manières sur l'Amstel. En tout cas, oui, tu disais. Non, j'allais dire, je serais surpris qu'il attende là. Moi, pour moi, la course se fera bien avant quand même. Il y a un passage du Koberg un peu plus de 20 bornes de l'arrivée. Ouais, mais même avant, je pense. Quand même, ça pètera. Alors, tu vois, il est une semaine après Roubaix. Je pense que c'est la donnée qui va peut-être changer un peu ses plans par rapport à l'Amstel. On parle d'un coureur quand même qui remporte des grands tours, tu vois comment il le remporte. Non, moi je pense que c'est pas. Alors, certes, Paris-Roubaix est une course terrible et je suis d'accord avec toi sur ça, mais c'est la première course après Paris-Roubaix. Que tu me dises à Liège, il fasse attention parce qu'il y a eu cet enchaînement après un Paris-Roubaix éreintant, t'as l'Amstel qui a peut-être gagné la flèche, tu vois, ou qui 3 jours après, et que t'as 3 jours après Liège. Là, Liège, je pourrais entendre l'argument. Je l'entends un peu moins sur l'Amstel parce que t'as quand même une semaine pleine, tu vois. Que tu gères différemment peut-être, tu vois. Et on connaît sa capacité de récupération, c'est un coureur de grand tour aussi. C'est pour ça. Avoir la météo aussi, comment ça va se passer dans cette semaine. On enregistre, on le dit, ce jeudi soir, on est avant la flèche Brabançonne, on est avant l'Amstel. La météo, on la connaît pas forcément, mais je crois qu'elle est pas terrible pour la semaine d'Ardennaise, et c'est souvent le cas ces dernières années. Et bon, ça va, t'as des Pogačar, il en a l'habitude, en tout cas. On s'avance, Flèche Wallonne, il sera forcément le favori, là aussi sur un effort qui lui ressemble, avec 1 km au taquet en côte. Et puis à Liège-Bastogne-Liège, lui qui a remporté 2 des 4 dernières éditions, puisqu'il avait remporté l'année dernière, qu'il y a 2 ans, en 2023, il chute donc dans le final 2022. Finalement, Remco Evenepoel a été le seul à pouvoir s'intercaler dans ces 2 victoires de Tadej Pogačar en 2021 et en 2024. FP, Pogačar, on en a fait le tour, on peut passer aux autres? Oui, je pense, largement. Qui pour briller derrière Tadej Pogačar? C'est aussi la 2e thématique. On parlera des Français dans la 3e thématique. 3 de 1 étoile, vous en avez l'habitude. Et forcément, dans les 3 étoiles, on va dire que Tadej Pogačar est à 4 étoiles. À 3 étoiles derrière, moi je vois 2 noms, et avec un point d'interrogation. Alors, tu sais quoi, par rapport à ce que je t'avais filé comme note dans le menu, je vais inverser les noms. Je vais plutôt mettre Tom Pidcock en premier, vraiment en 3 étoiles, parce que Tom Pidcock, depuis son arrivée chez Q36.5 cet hiver, il est vraiment en canne. On l'a vu notamment sur les Stradés, on l'a vu sur les classiques sur lesquels il s'était aligné. Il n'a pas fait les Flandriennes. Il est là sur les Ardennaises. Je pense que Tom Pidcock, réellement, peut être l'outsider numéro 1 derrière Tadej Pogačar, et pour l'avoir vu tenter de suivre sur les Stradés Tadej Pogačar, je pense qu'il va retenter la même chose, ça a dû le mettre en confiance.
Oui, puis moi je trouve que Tom Pidcock, il a le syndrome Mathieu Van Der Poel, c'est-à-dire qu'il a une équipe qui est construite autour de lui, pour lui et que pour le Tom Pidcock, et je trouve que peut-être Q36.5 sera une équipe à suivre dans les prochaines années, qui ça va être intéressant de voir, parce que je trouve que cette équipe se fait un peu plus remarquer depuis qu'il y a Tom Pidcock, parce qu'elle est emmenée par son leader, donc c'est assez intéressant. Et puis oui, effectivement, t'as raison, moi Pidcock, c'est clairement le concurrent direct j'allais dire Van Der Poel, pardon, de Pogačar. Exactement. Après enfin je pense, je sais plus si tu l'as dit, mais Remco Evenepoel, je pense que c'est ton deuxième homme, je crois que tu l'as cité. C'est le deuxième homme, c'est Remco Evenepoel. Alors pourquoi je mets un point d'interrogation, parce que c'est sa rentrée, et dans quelle forme il sera, ben là. Alors moi, ce qui est fou avec Remco Evenepoel, j'ai beaucoup écouté ses interviews qu'il a fait notamment à la télé belge, où il explique qu'il était vraiment dans le dur mentalement, qu'il a vraiment douté. Alors est-ce que c'est un truc de communication ou est-ce que c'est vrai? En tout cas, quand il parle, t'as l'impression quand même c'est un coureur qui revit, mais en même temps je me dis, est-ce que vraiment il va savoir performer maintenant? Je suis curieux de savoir en fait. Tu vois, c'est du coup ça fait presque peur en disant bon, est-ce qu'il est pas juste content de reprendre et de pas, tu vois, se mettre en danger tout de suite par rapport à ce qui lui est arrivé? Voilà, faut voir maintenant. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est un gros point d'interrogation. Mettons-le à 2 étoiles et demie, parce que Remco, c'est Remco, mais voilà, ça reste, il reste sur quoi, 4 mois sans compétition, c'est quand même énorme. Sa dernière course, c'est tout simplement le Tour de Lombardie l'année dernière, où il termine la course en pleurs, parce qu'il a pris une énorme claque par Tadej Pogačar. Alors on disait c'est la pression qui retombe. Il avait quand même pris 3 minutes 16 par Tadej Pogačar au Tour de Lombardie. Et là aussi, psychologiquement, dans le duel Evenepoel-Pogačar, on avait placé longtemps Evenepoel en potentiel concurrent de Tadej Pogačar sur ce genre de course. Ardennaise, Lombardie, avec cette capacité à grimper et à rouler fort. Il a quand même pris une énorme claque. Oui, et puis après, si on compare comme ça, Remco, il y a eu plus de galères physiques que Pogačar dans sa carrière, donc il y a aussi ça à prendre en compte. Peut-être qu'on ne saura jamais aussi, tu vois, si potentiellement ils avaient tous les deux le même niveau. En tout cas, Remco Evenepoel, il a quand même une sacrée force, c'est de se relever à chaque fois après des grosses galères physiques. Donc voilà, on peut lui faire confiance. Est-ce que c'est suffisant pour gagner quand un Pogačar qui veut rentrer dans la légende? Je suis pas sûr du tout. Donc après, si tu le mets derrière en 2e, 3e ou dans les ça oui, je pense qu'il sera là, il sera placé. Podium, il fera au moins un podium, je pense, sur cette campagne d'Ardennaise, au moins un. Oui, juste un truc, je rappelle, on enregistre ce jeudi soir, il est aligné à la Flèche Brabançonne. Sa reprise, ouais. Ce vendredi, le podcast va sortir après la Flèche Brabançonne, si ça se trouve, il va éclater tout le monde sur la Flèche Brabançonne. Ah bah non, et la réponse, elle sera déjà. Il est pas français. Je te rappelle que parce que la Flèche Brabançonne, c'est comment dire, c'est une classique de Coupe de France. Non, maintenant, quand je vois les noms qui gagnent récemment, c'est Cosnefroy l'an passé, je crois que c'est Godon il y a 2 ans, non, si je ne me trompe pas. Il me semble. Ouais. Donc c'est bienvenue en France, la Flèche Brabançonne. Bon, bref, voilà. On est dans ces 3 étoiles, 2 étoiles et demie, donc avec Pidcock et Evenepoel, les principaux outsiders derrière. Tadej Pogačar maintenant. Et on va passer aux 2 étoiles. Et il y en a un, moi j'attends un peu à la confirmation. C'est Ben Hill qui a gagné une étape en plus autour du Pays Basque il y a une dizaine de jours. Ben Hill qui est maintenant un des top coureurs sur ce genre de parcours. On connaît son tempérament offensif, parfois son manque de tactique, mais Ben Hill fait partie de ces coureurs qu'il va falloir surveiller. Oui, effectivement. Puis en fait, Ben Hill, l'avantage qu'il a, c'est que c'est un attaquant. Et ça fait plaisir parce que ça veut dire que ce sera une course offensive. Chaque année, il a tenté, si je me souviens bien. Je l'ai pas rarement vu pas tenter dans ces courses-là. Donc forcément, ce sera à suivre parce que ça peut être le dynamiteur de la course. Et puis un Ben Hill, je pense que même les UAE, ça va pas le laisser partir comme ça facilement. Donc je suis assez curieux de voir comment ça va se passer. Donc oui, effectivement, avec sur le Tour de Pays Basque, il y a un contexte aussi, parce qu'il fait une grosse échappée, certes, et puis mais c'est parce que les leaders sont moins intéressés sur Ben Hill parce qu'il était assez lourd. Exactement, il est moins placé. Mais parmi ceux qui étaient, potentiellement dans les outsiders des Ardennaises autour du Pays Basque, c'est peut-être celui qui a fait la meilleure impression, parce que quand on voit un Marc Hirschi par exemple, qu'on aurait pu mettre il y a quelques semaines, que j'aurais mis, je l'ai trouvé pas terrible, je crois même inexistant sur le Tour du Pays Basque. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un contre-coup physique? Je sais pas. En tout cas, lui, en revanche, tu vois, je suis curieux de voir ce qu'il va donner. Alors, Ben Hill, l'année dernière, il passe au travers de ses Ardennaises, mais il y a 2 ans, il fait 4e de Liège et 2e de l'Amstel avec un énorme raid solitaire. T'en parlais, Marc Hirschi,
Est-ce que c'est enfin le moment de briller avec la Tudor au haut niveau? Ah bah en tout cas il a été recruté pour ça et puis c'est son objectif de l'année donc à lui de prouver qu'il peut être aidé. Alors il y aura Julien Lafilippe si je me trompe pas qui sera là pour le soutenir donc maintenant Lafilippe il sera là en tant que, comme on aime bien dire dans certains jeux vidéo de cyclisme, capitaine de route pour cadrer aussi, même on le dit en vrai, mais c'est vrai que ça va être ça. Et puis moi je suis Julien Lafilippe aussi, alors je dis pas que je le mettrai en une étoile, mais Alaphilippe, il a aussi moins cette pression que les années d'avant. Et typiquement, Alaphilippe, dans une échappée ou en contre, tu sais, ça peut être une option pour la Tudor. Et c'est l'avantage d'avoir deux coureurs comme ça. Je trouve que Alaphilippe, alors, je sais pas dans laquelle des trois, mais ça peut valoir un top 10 dans l'une des trois, en tout cas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et on parlera des Français après, mais je l'avais placé en une étoile aussi côté français. Donc ça va être à suivre. La Tudor qui doit marquer maintenant, doit planter sur les grandes courses. Il y a un autre coureur que moi j'attends. Il est aligné pour l'instant, en tout cas, on est sûr que sur l'Amstel, parce qu'après il va se préparer pour le Tour d'Italie. C'est Wout van Aert que j'ai placé dans les 2 étoiles pour l'Amstel, parce que forcément va y avoir Tadej Pogačar en grand favori, mais Pidcock aussi, Pidcock qui avait remporté l'Amstel l'année dernière, mais Wout van Aert, il a montré qu'il revenait bien sur les Flandriennes. Il va être placé sur les Ardennaises, sur l'Amstel plutôt, puisqu'il fera pas la Flèche ni Liège-Bastogne-Liège. On va passer à une étoile pêle-mêle avant de passer aux Français rapidement. J'ai mis quelques noms, j'ai mis du Thibaut Nice parce que j'attends qu'il passe un cap, et pour moi c'est peut-être la grosse cote de ces Ardennaises, le cyclo-crossman qui est un peu le 3e cyclo-crossman derrière Van Der Poel et Van Aert, mais c'est le jeune qui monte et il a un profil qui me fait penser à un jeune Van Der Poel, Thibaut Nice, donc j'attends de voir vraiment ce que ça va donner pour lui. Maxime Van Gils, qui a été recruté à la Red Bull Bora pour briller sur ce genre de course l'année dernière. Il avait brillé sur les 3 Ardennaises, il va être attendu au tournant. Le duo de la Bahreïn avec Bilbao et Santiago Buitrago, j'attends de voir réellement. Alex Aranburu qui a brillé, le champion d'Espagne de la Cofidis dernièrement, il arrive en forme. Tout à fait, parce que sur le Tour du Pays Basque, on parlait du Hirschi qui a pas du tout été bon et Benelli très bon. Aranburu, entre les deux, moi j'ai trouvé vraiment très intéressant. Il a tenu la dragée haute à certains grimpeurs. Attention, parce qu'Aranburu c'est comme Izagirre, quand t'es chez eux, ils sont invincibles. Quand t'es plus chez eux, ils réduisent un peu leur niveau. Cela dit, Aranburu fait quand même une belle année pour l'instant. Enfin, en tout cas, même ces dernières années. Donc, à ne pas sous-estimer. Pas dans le top 10 pour moi, mais dans le top 20, largement. Alors, pour moi, il fera top 10 d'une des 3 courses. En tout cas, je le vois moins sur la Flèche, mais sur l'Amstel ou Liège, il fera top 10. Sachant que la Cofidis est aussi sur une bonne dynamique actuellement. Sur le vélo, Paules Benoît, je les ai mis en une étoile aussi parce qu'on verra. Et puis 2 gars qui ne seront pas à l'Amstel mais qui seront à la Flèche et à Liège. Henrik Mas qui vient de faire 2e du Tour du Pays Basque, et Magnus Cort, parce que Magnus Cort c'est quand même le gars polyvalent qui est capable de briller sur ce genre de course et qui est très intelligent sur le vélo. Je suis moins convaincu, mais j'attends de voir. Je suis moins convaincu. Bon, tu verras. Bon allez, on va passer aux Français, dernière thématique avant de passer à la partie femmes. FP, rappelez quand même que sur les Ardennaises on a plus de chances que sur les Flandriennes, que le meilleur Français sur le Ronde 2. Tu vas nous porter la poisse. Désolé, Aurélien Paré-Peintre, meilleur Français 16e du Tour des Flandres, et Florian Dauphin. Ouais. Meilleur Français à Paris-Roubaix, 25e en 2024. Les Français avaient vraiment brillé sur les Ardennaises. 3 mecs dans le top 10 à l'Amstel, La Perra 5, Madois 6, Paché 8. 5 mecs dans le top 10 à la Flèche Wallonne. Vauquelin 2e derrière Stephen Williams qui l'avait emporté au sommet du mur de Huy. D'ailleurs Stephen Williams, on ne l'a pas cité, mais il passe complètement au travers de son année 2025 pour l'instant, alors qu'il avait bien débuté 2024 en préparation justement des Ardennaises. Donc Vauquelin 2, Cosnefroy 4, Grégoire 7, Godon 8, Guillaume Martin 10 sur la Flèche, et 3 mecs dans le top 10 de Liège-Bastogne-Liège avec Romain Bardet 2e, Aurélien Paré-Peintre 5e et Valentin Madois 7e. Avant de passer aux 3 de une étoile, rapidement, les Français, c'est sur ce terrain-là qu'on les attend. Oui, et par rapport à l'an passé, tu vois, donc tu me fais des résultats qui sont plutôt très corrects, quand on entend ce que tu dis. J'ai pas le souvenir qu'ils étaient très offensifs. Hormis Bardet sur Liège, ils étaient pas offensifs, ils ont plutôt subi la course, et c'est ça que j'attends plutôt cette année, c'est de voir des Grégoire, des Madois, tu les as cités, Vauquelin aussi, qui était là, Cosnefroy également qui sera là, d'être plus offensif, parce que je trouve que, ouais, ok, là tu me cites, c'est vrai que sur le coup, tu me dis ça comme ça, oui, super performance,
qu'est-ce que tu veux dire, enfin c'était très bien, mais moi j'aimerais bien qu'il soit aussi un peu plus acteur, mais je demande pas de prendre des risques à considérer ou voilà, de juste attaquer pour attaquer, mais parfois de tenter que ce qu'a fait un peu Bardet l'année dernière, en fait, tu vois. Et je trouve qu'il y en a qui seraient capables. Romain Grégoire aussi. Alors Grégoire, c'est peut-être son défaut aujourd'hui, où il attaque trop, et du coup il crame son énergie à chaque fois. Après, maintenant, voilà. il a juste à être placé et à attendre que les autres se trompent de signalisation. Avec Grégoire, tu veux dire, Pogacar qui se trompe et Grégoire qui remporte, qui lève les bras à Liège. Ça serait... on change. T'as Pogacar qui rate le dernier virage et Romain Grégoire qui va l'emporter, ce serait magnifique. C'est vrai. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a ce côté où, alors, les résultats que tu fais, c'est bien, mais en même temps, c'est la manière dont tu les fais. Et c'est compliqué, je trouve, que côté français, hormis Paul Lapéra aussi sur l'Amstel, qui était aussi assez offensif. Je retire un peu ce que j'ai dit sur Lapéra, parce que lui, il l'avait été sur l'Amstel. Mais le reste, c'était assez brouillon. Donc, j'attends, des Français offensifs et de nombreux Français à l'avant, des Français qui peuvent, en tout cas, gagner ou faire un top 5. Paul Lapéra, principal absent de ces Ardennaises, blessé, galère. Le champion de France en titre. C'est vraiment dommage parce qu'il avançait vraiment avec le visage de quelqu'un qui pouvait briller et qui s'affirmait au niveau mondial. Ouais, effectivement, moi je pense que ça va être une année compliquée pour lui, donc on va dire qu'on peut l'oublier cette année, même si j'espère pour lui que ça va aller mieux au fur et à mesure de l'année. Donc c'est dommage pour le champion de France, parce que voilà, il avait fait une sacrée année 2024, mais voilà, on va voir l'année prochaine ce que ça va donner maintenant, qu'il se remette bien, c'est le principal, il est encore jeune, voilà, franchement, écoute, année ratée, ça arrive, et puis faut pas que ce soit trop grave, et l'année prochaine on veut le revoir à l'attaque sur les Ardennaises. 3, 2, 1 étoile pour les Français, 3 étoiles personne, d'accord avec moi? Ah oui. Voilà, ça va passer rapidement. 2 étoiles, Romain Grégoire, forcément, qu'on attend à confirmation maintenant sur les top épreuves World Tour, les monuments. Il fait 7e à la Flèche, il est placé aux portes du top 10 sur les autres Ardennaises l'année dernière. Romain Grégoire, c'est maintenant, il faut s'affirmer. Alors oui, c'est ça qui est curieux avec Romain Grégoire, c'est que je pense que tu vois, il y a 10 ans, on n'aurait pas eu le même discours. Mais ça a changé le cyclisme en fait. C'est ça qui est fou, c'est que tu vois, à l'époque, on aurait dit non, mais il faut le laisser grandir parce qu'il n'est pas si vieux. Il a quoi, 22, 23 maintenant? C'est pas facile. Tu vois, c'est jeune. Donc en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'on va mettre la pression à un gamin de 22, 23 ans parce que les autres, en fait, ils sont performants à cet âge-là. 22 ans. Et tu vois, et c'est ça qui est fou. Alors que moi, je pense vraiment que Romain Grégoire, dans quelques années, ce sera vraiment un gars qui va compter, qui grandit à sa façon, qui grandit bien dans la structure FDJ, mais aujourd'hui t'as une pression de dingue parce que à 22 ans faut performer en fait, et c'est fou parce que lui, ce qui est rageant, c'est qu'on sent le potentiel, mais il score pas beaucoup, et en fait il score pas beaucoup parce que je trouve qu'il se crame parfois un petit peu, il a pas les, en fait il y a aussi un manque de chance parfois, il faut l'avouer, tu vois, je trouve il tombe parfois sur des gars qui sont sur une autre planète tel jour, tu fais mais c'est lunaire le gars, enfin tu vois, il foutait rien depuis 6 mois, puis en fait il va battre Grégoire alors que Grégoire fait une super course, enfin j'exagère un peu, tu vois, mais c'est dans cette idée là, donc je pense qu'il y a un manque de chance, mais aussi ça se provoque un peu la réussite, et voilà, il lui manque un peu de vice, donc ce serait bien que Thomas Voeckler le convoque un jour et puis lui explique comment il faisait avant. Pour l'expliquer notamment, Marc Madiot avait dit en début de saison, j'attends que Romain Grégoire score on va dire 50% de ses places d'honneur de l'année dernière. Il faisait beaucoup 2e, 3e. Maintenant, il faut qu'il gagne plus. Il a aussi une pression de la part de son manager qui en attend plus, tout en étant Marc Madiot, c'est-à-dire qu'il laisse aussi les jeunes éclore. Mais voilà, il a prouvé qu'il était capable d'être placé. Je te parlais de ses résultats sur l'Amstel et Liège l'année dernière. Il fait 12e de l'Amstel dans le groupe qui arrive pour la 10e place. Il fait 3e du sprint pour la 10e place qui avait été réglée par Michael Matthews à une dizaine de secondes du groupe qui s'est joué la victoire. À Liège-Bastogne-Liège, il arrive dans le peloton pour la 3e place qui a été réglée par Van Der Poel, et il fait 24e en étant en queue de ce peloton qui s'est joué la 3e place. Donc il est au contact de ceux qui sont là pour jouer un podium sur un monument, minimum un top 5, top 10. Il a la patte pour ça maintenant. Mais voilà, il faut s'affirmer, c'est ça pour Romain Grégoire. Effectivement, donc on va voir ce que ça va donner. Après, il y a aussi Kevin Vauquelin. Alors le cas Kevin Vauquelin, ça va être bien aussi intéressant à analyser, parce que Vauquelin... Moi j'ai mis à 1 étoile. Ouais, mais alors le truc c'est que moi je pense que potentiellement il a 2. Je pense que vraiment Vauquelin, dans les jambes c'est 2, large, et potentiellement 3 l'année prochaine ou dans 2 ans, parce que c'est vraiment un gars qui... Tu sens que c'est ses courses en fait où il va performer, je trouve, et les courses d'une semaine. Je suis d'accord aussi avec notre ami Étienne Gourceau qui croit beaucoup en Vauquelin, un prochain vainqueur d'une course World Tour d'une semaine pour un Français, que ce soit Vauquelin, et ça c'est vrai. Je pense aussi, je suis de son avis. Mais Vauquelin, en fait, le truc c'est que je pense qu'il a pas la bonne préparation cette année, et je comprends pas la préparation d'Arkea. Alors moi déjà, il vient de remporter le Régent Pays de la Loire Tour. Oui, j'ai vu. Ah oui, voilà. Et on va regarder aussi comment ça s'est passé aussi. C'était tout à la dernière étape, faut le dire aussi. Oui. Et puis, faut voir la concurrence. Je veux dire,
tout le respect pour Sam Bennett, hein, mais tu bats Sam Bennett sur un terrain où c'est pas vraiment lui le favori à ce moment-là, un peu vallonné. Il l'emporte au général final devant Alexandre Delettre et James Shaw. Et ça passe tout juste, hein. Donc, c'est pas non plus, il a pas écrasé la course. Donc, c'est assez curieux. Je trouve pas si, enfin, c'est pas si bon, c'est dur, mais pas aussi fort que ce que je pensais sur le début de saison. Est-ce que c'était tout pour axer sur les Ardennaises et que là, il va arriver à son pic de forme, comme on dit? On va voir, mais moi je pense que, ouais, je suis comme toi, 1 étoile aujourd'hui, mais normalement il devrait être à 2 en fait. Et c'est ça qui est pas normal. Alors l'année dernière, avant les Ardennaises, il fait 8ème du Tour du Pays Basque, par exemple. Par exemple, ouais. Il est aligné sur le Tour du Pays Basque. Et puis je crois qu'il fait un bon Tirreno. Tirreno. Un mois et demi avant les Ardennaises, il fait 10ème de Tirreno. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, ouais, c'est pas pareil. Hein. Donc pas la même préparation pour Kevin Vauquelin en 2 étoiles. Alors eux sont alignés sur l'Amstel. Dorian Godon, Axel Laurence. Pourquoi? Avec leur capacité, leur grosse pointe de vitesse. Dorian Godon, son gabarit massif, moi je pense avec Axel Laurence, qui lui est un passe-partout, un vrai passe-partout, qu'ils ont le profil pour briller et aller jouer au moins un top 10 sur l'Amstel. J'ai mis aussi Clément Champoussin, que pour l'instant je ne vois que sur l'Amstel. J'espère qu'il va être avec Astana sur les 2 autres courses ardennaises, et je pense qu'il va y être. Clément Champoussin m'a montré notamment sur Paris-Nice et cette étape des murs qu'il était capable de jouer la victoire, alors qu'il y avait certains des meilleurs dans le peloton, et que Clément Champoussin, c'est pour ça que je le mets à 2 étoiles devant un Kevin Vauquelin que j'ai mis à 1 étoile, et je le mets à peu près à même hauteur que Romain Grégoire, parce que Clément Champoussin, il est dans une équipe qui a une énorme dynamique sur cette année 2025 qui est la Astana. Ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que Champoussin, il est à son niveau. Enfin, je trouve que, tu vois, il confirme son potentiel cette année. Il est plutôt jeune, hein, Champoussin, ça fait longtemps qu'on le voit, mais chez Astana, il semble s'être révélé, et puis ouais, vraiment, c'est une équipe qui lui convient, donc c'est beau à voir, et ça fait plaisir surtout, et on voit que l'exportation des jeunes talents français, c'est peut-être un mal pour un bien. Dans le sens où on était peut-être un peu trop franco-français à une époque, et que d'ouvrir justement ces jeunes français, ça nous permet aussi de voir d'autres choses, de façon de travailler, et que peut-être quand il reviendra, il sera un coureur un peu plus important s'il revient dans une équipe française, hein. Mais je trouve que c'est assez intéressant ce choix qu'il a fait. 1 étoile avec Kevin Vauquelin, Valentin Madouas et Julien Alaphilippe. Ouais. Parce que les deux, on ne sait jamais ce qu'ils sont capables de nous faire. Que Julien Alaphilippe, on ne sait jamais avec un mouvement dans la course, avec Marc Hirschi aussi leader, et puis Valentin Madouas, parce que Valentin Madouas. Ouais, mais c'est dur. En fait, tu vas me trouver à chaque fois dur avec lui, mais moi, Valentin Madouas, je suis désolé, hein, mais franchement, j'ai lu son interview dans l'équipe, je vous invite d'ailleurs à la lire, hein, sur le côté, en gros, je suis derrière, enfin, je peux pas changer, et je suis comme ça, et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, je suis désolé, j'entends bien que oui, c'est sa façon de courir, qu'il a une façon de courir un peu à l'ancienne, je dis pas, mais purée, enfin, pour moi, quand tu pars dans une course, c'est pour la gagner. Des moments, moi, je trouve que Madouas, il a juste, enfin, franchement, Madouas, tu fous dans une équipe qui cherche les points essayés cette année en maintien, c'est le mec parfait, hein, parce que le gars va jamais vouloir gagner, t'as l'impression, mais par contre, il va toujours faire top 10, tu sais pas trop comment, top 15, top 20, parce qu'il a une caisse énorme, parce qu'il a un potentiel dingue, et moi, je comprends quand Wout van Aert, dans une interview, dit, en gros, je veux comme équipier Madouas. Le type, de toute façon, il est monstrueux, c'est un moteur énorme. Mais moi, je serais tellement frustré, j'étais directeur sportif de la FDJ. Quand dans une interview, il te dit, non, mais de toute façon, moi, je crois comme ça, puis c'est tout, si je suis 50e dans le peloton, je vais remonter tout le monde sur un mont pavé, parce que, ouais, j'aime pas frotter devant. Enfin, à un moment donné, moi, je veux pas, je sais pas, t'as envie de gagner ou pas? C'est le truc de base, j'ai l'impression. Et après, dire, oui, mais c'est comme ça que j'ai fait 3e au Tour des Flandres en 2020, tu vas m'aider, 2021, je crois. 21, ouais. Ouais, ok, t'as fait sur un one-shot 3e, et encore, si on revoit la course 2022, t'es plutôt super bien payé, parce que après, voilà, t'as provoqué la chance, mais t'es super bien payé sur cette course-là, de battre Pogacar au sprint en plus. Franchement, ça arrivera pas tous les jours. Donc moi, je trouve que, en fait, ce qui est dommage avec Madouas, c'est que je vois pas progresser, en fait, tu vois, dans ses points faibles. Que peut-être qu'il a, dans ses stats, c'est bon, dans ce qu'il fait, mais moi, je suis vraiment déçu. Et je suis curieux de voir ce qu'il va faire plus tard dans sa carrière, parce qu'en fait, quand il va se retourner, ouais, il aura des places d'honneur, mais il aura gagné quoi? Valentin Madouas, point fort, très bon partout, point faible, excellent nulle part. Voilà, oui, je suis assez d'accord avec toi. Oui, mais au-delà d'excellent nulle part, c'est pas ça. C'est qu'aussi, parce que t'as des coureurs qui sont comme ça. Mais même Ben Eli, tu vois, si on peut les comparer, pour moi, c'est la même chose. La différence, c'est que Ben Eli, un de ses points forts, c'est d'être attaquant. Tu vois? Et ce qui veut dire que quand t'es attaquant, parce que moi, Madouas qui me dit j'aime pas frotter, ok, va devant.
Moi, Madouas, il attaque toujours au mauvais moment. À un moment donné, je veux bien, mais t'as pas des stratégies où tu peux dire attaque là. Enfin, je prends un exemple. Je crois que il faut que je reprenne la course, mais je me demande si c'est pas le GPE3. Eurosport qui commente la course dit en gros Madouas ce matin nous révèle que il faut être placé à tel endroit pour anticiper justement anticiper les attaques. Il est où à ce moment-là de l'endroit? Il est en fin de peloton. Ils le disent même. Ils disent Madouas placé en fin de peloton. Mais purée, le matin il dit moi mon équipe m'a dit de me placer là. Et en fait il est placé en fin de peloton. Mais moi je suis fou si je suis directeur sportif. Quand j'ai entendu ça et que j'ai lu l'équipe, franchement, je suis descendu du train Madouas. Je suis désolé pour les fans FDJ qui nous écoutent. Non mais vraiment, j'ai été écœuré. J'ai dit mais en fait ce gars-là j'y ai cru tellement et vraiment quand je dis descendre du train, c'est vraiment. Est-ce que sa 3e place au Tour des Flandres n'est pas un peu le pic de sa carrière et puis sa performance sur le Tour de France qui s'en est suivi aussi? Mais c'est dramatique parce que pour moi Madouas en plus c'est un coéquipier de rêve. Je suis d'accord avec Van Aert sur ça parce qu'il est bon partout. C'est typiquement, si on compare, tu vois, pour une FDJ, c'était vraiment le Van Aert français qui a sauvé Gaudu sur son Tour de France. Bref, j'ai fait un gros point là-dessus, mais je trouvais ça terrible en fait. Le talent gâché. Mais je vois. Mais j'ai l'impression aussi que Madouas est un peu le Romain Grégoire de l'ancienne la génération intermédiaire de la Groupama FDJ. Non, mais dans le profil, tu vas voir le comparatif. Oui, mais et que Lenny Martinez ou que David Gaudu et le Lenny Martinez un petit peu dans le duo Grégoire Martinez, Madouas Gaudu, et qu'aujourd'hui Madouas et Gaudu prennent un coup de vieux face au Grégoire et au Martinez. Martinez n'est plus la Groupama FDJ, mais que cette génération dorée de Grégoire Martinez, un peu qu'on a appelé, est un peu en train de remplacer dans les dynamiques de groupe, notamment Madouas et Gaudu, même si je le rappelle que Lenny Martinez n'est plus la Groupama FDJ et que Romain Grégoire est appelé à être le leader sur les classiques. Ouais, mais on va voir. Moi, je pense qu'il serait quand même plus offensif, donc c'est ça qui fait plaisir à voir. Peut-être l'avantage d'avoir et Grégoire et Madouas, ça va peut-être permettre justement d'avoir une course de mouvement et de pouvoir avoir l'un des deux à l'avant. En tout cas, FDJ aura des points UCI après ces 3 courses. Enfin, en tout cas, beaucoup de points UCI, je pense, et c'est sûr, c'est bon. C'est sûr. Une des grosses cotes internationale en termes de participation sur les Ardennaises. Il y aurait une rumeur danoise, FP. Une rumeur danoise, pardon, excuse-moi, je suis loin là, tout ça, pardon, c'est vrai que j'étais sur Madouas, pardon, je reste sur Madouas. Une rumeur danoise vainqueur de Tour de France. Ah oui, Vingegaard, pardon, oui, tout à fait, oui, excuse-moi, oui, tu sais que je pensais à un autre jeune coureur danois maintenant, parce qu'on en parlait au dernier podcast du vainqueur de Paris-Roubaix Espoir, Philipsen. Oui, Albert Vittel Philipsen. Mais tout à fait, non, pas encore, mais Vingegaard, tout à fait, qui sera sur la flèche, je crois, et qui sera potentiellement sur Liège-Bastogne-Liège, donc à voir. C'est soit ça, soit il fait ses 2 courses, soit il fait le Tour de Romandie. Aussi, ouais, donc on va voir. Maintenant, le Tour de Romandie, écoute, on va voir. À une époque, c'était potentiellement le Tour de Romandie, ça a un peu changé du côté de la Suisse, là. Donc Remco est confirmé, pas Jonas Vingegaard. On va voir ce qui va se passer maintenant. Donc, est-ce qu'il va faire Liège quand même? Je trouve ça curieux, moi, qu'il se mette sur ces Ardennaises. Enfin, c'est pas là où il est, je trouve, meilleur en plus. Donc, bon. On va enfin voir Vingegaard sur des classiques face à Pogacar. Ouais, je suis curieux. Franchement, enfin, même sur la flèche, c'est pas là où il sera bon, en fait. Après, est-ce que c'est pour rouler, aussi pour se juger sur des petites côtes? Enfin, je sais pas trop. Je trouve la stratégie bizarre pour le coup. FP, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour présenter ces Ardennaises. On a fait une 40aine de minutes sur ces Ardennaises et voilà, ça va être très sympa à suivre sur cette semaine. On fera un débrief juste après Liège-Bastogne-Liège. Ouais, effectivement. Puis maintenant, place aux femmes en espérant une victoire d'une équipe française. Ah oui, et ils peuvent gagner 3 courses. En plus, on va en parler avec Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. D'ailleurs, il y a les Ardennaises et puis juste après les Ardennaises, juste après Liège-Bastogne-Liège, à peine une semaine après, il y aura le départ du Tour d'Espagne féminin à Barcelone. Donc on aura après Liège-Bastogne-Liège le débrief des Ardennaises et puis un peu la présentation aussi de la Vuelta Feminina, sachant qu'aussi on aura le Tour de Romandie sur cette semaine-là, qu'on suivra un petit peu. Tu seras sur place? Je serai sur place, oui. Alors, que pour l'étape qui arrive à Fribourg comme d'habitude, parce que je suis pas encore correspondant pour suivre tout le Tour de Romandie, mais dans les prochaines années peut-être, on sait pas. Peut-être, maybe. Bon, FP, je te remercie beaucoup, à très bientôt. Merci, allez, ciao à tous. Et on se retrouve tout de suite avec Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. La suite de ce podcast présentation des Ardennaises avec la partie femme, et forcément on accueille Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, salut à tous. Bon Julien, on t'a écouté dans le podcast débrief de Paris-Roubaix il y a quelques jours. Toi qui es aussi un local de l'étape, comment t'as vécu ce week-end de Roubaix?
tu étais forcément sur la course femme samedi. J'étais sur l'intégralité de la course femme ce samedi. Départ à Denain, premier passage à Vendignamage, petit passage au ravito à Orchy, 6-1 et puis le vélodrome de Roubaix quoi, pour vivre l'explosion du public sur l'arrivée de la reine des classiques, Pauline Ferrand-Prévot. T'as ressenti quelque chose quand elle est arrivée seule dans ce vélodrome? Elle a pu faire un tour complet, un tour et demi complet forcément pour aller toute seule jusqu'à l'arrivée. C'était fort, très fort, même dans le stadium, dans le vélodrome. T'as ressenti quelque chose de particulier? Eh ben écoute, moi qui avais vécu, je suis plus tout jeune certes. T'en avais parlé, ouais. Les circuits du Claude, Guédon et autres. C'est vrai que j'avais pas ressenti les tels poids à une arrivée de Paris-Roubaix que celui de Pauline Ferrand-Prévot. Bon, Pauline Ferrand-Prévôt, on va peut-être la retrouver à l'avant sur les Ardennaises après ce début de saison absolument stratosphérique qu'elle nous a montré. Alors, on va faire cette partie ardennaise en deux parties, justement, avec d'abord le premier point, avant de parler des individualités. C'est bien ça qu'il faut mettre en avant, c'est que sur ces Ardennaises, Julien, on a quand même 3 équipes qui ressortent du lot, et tu vas me dire si tu es d'accord. J'ai ciblé 3 équipes. Forcément la FDJ Suez, qui est une équipe beaucoup plus armée pour les Ardennaises que pour les Flandriennes, même si Élise Chabet a encore fait une très belle course sur Paris-Roubaix, où elle fait top 10, si je me trompe pas, Julien. Elle fait 7ème. 7ème. Avec un lot de malchance pour l'équipe. Mais bon, c'est Paris-Roubaix. Et elle bataille dans le final pour même aller chercher podium. Et finalement, elle fait 7ème. Donc FDJ Suez, Visma Lease the Bike, on va en parler. Et SD Works, forcément. Déjà, sur ces 3 équipes, pour toi, c'est vraiment ces 3 équipes-là qui auront le contrôle des courses des Ardennaises, hein. Je pense que là, tu as le trio d'équipes qui va vouloir contrôler. Même si j'en rajouterais une 4ème, qui est la Phoenix de Koenig, avec le trio... Paulina Royackers, 3ème du Tour de France Max Zwift, Puck Peters et Yara Kastelein, qui s'est souvent illustré avec des beaux top 10, top 20 sur les Ardennaises. Mais dans la force collective, pour toi, la Phoenix de Koenig, elle est à la hauteur de l'FDJ Suez, de la Visma, de l'SD Works? Non, ce sera surtout, je pense, un gros outsider à surveiller. Il y aura ces 3 individualités, voir comment le reste de l'équipe va les aider. Et après, c'est vrai que les 3 collectifs qu'on a cités, SD Works, Visma, Lease the Bike et FDJ Suez seront les 3 vraiment à surveiller et à gérer la course. Premier point, on va parler de la FDJ Suez parce que pour moi c'est l'équipe qui est la grande favorite pour ces Ardennaises, qui aura peut-être le plus de pression, qui est tenante du titre à Liège avec la victoire de Grace Brown l'année dernière, la néo-retraitée, on l'oublie pas quand même, et puis avec ce trio magique, 3 filles du top 8 mondial avec Demi Vollering, Juliette Labousse et Evita Music. Forcément, elles seront regardées de très près et peut-être que les Visma et les SD Works vont jouer un petit peu avec la FDJ Suez en leur disant voilà, vous venez, vous êtes favorite, vous êtes vainqueur à Liège, peut-être qu'à Liège elles auront principalement le poids de la course, plus que l'Amstel qu'à l'Amstel ou à la Flèche Wallonne, où on sait que c'est quand même une certaine course de côte, hein, la Flèche Wallonne, mais notamment à Liège, elles auront le principal poids de la course. À Liège, elles auront les premiers dossards, dû à la victoire de Grace Brown la saison dernière. Il ne faut pas oublier aussi que Evita Music l'année dernière fait un top 15 sur Liège, si on se base que sur Liège, et Juliette Labousse fait 8ème aussi. Donc s'ils arrivent à rééditer le même genre de performance, ça va être l'équipe qui va devoir supporter le poids de la course pour pouvoir s'imposer et montrer aux SD Works que il y a des nouvelles patronnes dans le peloton et qu'il va falloir les respecter. On avait vu, alors je me base quand même sur les Strade Bianche pour me dire que les Ardennaises auront tel visage. On avait vu sur les Strade Bianche que Evita Music et Juliette Labousse s'étaient mis à la planche pour Demi Vollering. Est-ce que tu penses qu'on aura là aussi les 2 Françaises au service de la néerlandaise? Je pense que oui, il y aura toujours ce trident offensif, mais avec effectivement Demi Vollering en pointe, parce que Demi Vollering, elle aime bien aussi Liège-Bastogne-Liège, et surtout qu'elle a un petit coup du sort à dépasser de la saison dernière, où elle se fait battre par Puck Peters sur l'étape du Tour, sur le même lieu d'arrivée que Liège-Bastogne-Liège, et cette petite bonification qui lui aurait peut-être fait gagner le Tour. Oui, forcément, elle va s'en souvenir. Elle s'était fait battre aussi dans le final
à Liège, par sa future, ou plutôt pas future ex, puisque elles ne font que se croiser avec Grace Brown. Demi Vollering est arrivé quand Grace Brown a pris sa retraite, équipière donc FDJ Suez. Demi Vollering, qui est l'une des deux femmes dans l'histoire, deux seules femmes dans l'histoire à avoir réalisé le triplé ardennais la même saison. C'était en 2023, c'était il y a 2 ans seulement, et l'autre femme, Anna van der Breggen, elle l'a réalisé en 2017. Demi Vollering, forcément, elle aura la grosse pancarte dans le dos. À Liège-Bastogne-Liège principalement, alors aussi à la Flèche Wallonne, mais à la Flèche Wallonne, j'ai envie de te dire, ça va être au placement dans le final, et puis ça va être à la pédale. Peut-être qu'il y aura moins de tactique, et il y aura moins de tactique avec notamment Juliette Labousse et Evita Music. Elle serait peut-être même capable de faire top 3, toutes les trois sur le podium à la Flèche Wallonne. J'ai envie de dire qu'à Liège, on aura peut-être plus une course d'équipe de la FDJ Suez avec Demi Vollering en pointe, et comme au Strade Bianchi avec peut-être Evita Music dans un coup d'anticipation et Juliette Labousse pour visser dans le final et lui permettre de s'isoler à Demi Vollering. Peut-être l'inverse avec Juliette Labousse en coup d'anticipation et Evita Music à la planche pour Demi Vollering. C'est, je pense, la stratégie à adopter, la même stratégie qu'avant le Tolfé dans les Strade Bianchi. Après, comme tu dis, par rapport à un Liège-Bastogne-Liège, une Flèche Wallonne, c'est la seule qui se joue à la pédale. Le mur de Huy est tellement infâme et raide et dur que tu dois être bien placé au bas, et après ça se joue vraiment à la jambe, quoi. Autant sur la Flèche, sur un Liège, tu peux bâtir une stratégie et autres que la seule stratégie sur la Flèche Wallonne, c'est emmener ta leader le mieux possible en bas du mur. Et la leader, ça se jouera peut-être à la jambe si il y a eu des coups qui sont partis avant, ce dont je doute sur la Flèche Wallonne. Et le but sera d'emmener Demi Vollering sous la flamme rouge, très bien placé, prête à bondir sur les 17% de pente moyenne du mur de Huy. Alors, avant de passer aux autres équipes, juste sur l'Amstel, un petit focus sur l'Amstel pour la FDJ Suez. Alors elles ont aussi Vittoria Guazzini pour une éventuelle arrivée au sprint, ce qui est arrivé l'année dernière, et on va revenir dans quelques secondes sur le scénario de l'année dernière sur l'Amstel Femme qui avait forcément marqué le peloton. Tu penses que Demi Vollering sera peut-être un peu plus en retrait sur l'Amstel, elle qui n'a plus couru depuis Milan-San Remo, qui est partie au TID pour s'entraîner pendant une dizaine de jours si je me trompe pas. Ça va être sa course de reprise après son stage en altitude, parce qu'on sait qu'après les Ardennaises il y a le Tour d'Espagne qui va arriver très rapidement pour Demi Vollering. Ça sera une semaine après l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège, après Liège-Bastogne-Liège le départ donc de Barcelone pour le Tour d'Espagne. Est-ce qu'il y aura peut-être plus de liberté pour Juliette Labousse et Evita Music sur cette Amstel Gold Race pour briller, pour aller chercher pourquoi pas podium, parce que Vollering, Labousse et Music ont le podium dans les jambes sur les 3 Ardennaises. Les 3 peuvent faire podium sur les 3 sur ces courses-là, hein. Alors à savoir que cette année sur l'Amstel, il y a la petite nouveauté qui n'en est pas, qui est connue des coureurs. À partir de cette année, le Koberg revient dans le final, dans le dernier tour, où il était escamoté les autres années. Là, on attaque vraiment par le Koberg. Donc, c'est aussi une bosse pour Puncheuse. Et ça peut peut-être profiter à un scénario, je vais pas dire d'attentisme, mais un coup un peu plus tactique. Avec une grosse montée du Koberg, et puis derrière un temps d'attente, et puis quelqu'un qui arrive de l'arrière pour attaquer, ou alors quelqu'un qui sort en étant très forte de l'avant. Ça peut, alors il y a plusieurs scénarios possibles. Ce Koberg, dont le sommet est un peu moins de 2 km de l'arrivée, peut bloquer peut-être aussi la course, dans le sens où tu peux juste jouer avec les échappées et ne pas lancer un coup de loin, ou justement lancer un coup dans l'avant-dernier passage du Koberg, qui sera lui par contre à 21 km de l'arrivée. Tu lances un coup là, ça peut être jouable. Forcément. Et puis on se souvient que le Koberg avait été retiré parce que justement il y avait eu une arrivée au sommet du Koberg. Pendant de nombreuses années ça a été ça. On s'était dit c'est trop une course de côte, donc contrairement à la Flèche, on va aller un peu plus loin
dans la ville de Valkenburg, c'est ça qui est plus loin pour On va aller un l'arrivée? petit peu plus loin sur Valkenburg. 2 kilomètres après le sommet du Cauberg, dans la ville de Valkenburg. Voilà. On est allé là-bas, c'est ça? Jusqu'à l'année On est allé dernière, là-bas. forcément. Et là, on réintroduit le Cauberg au dernier passage. Ouais. Euh, Oui, parce à qu'on a voir. vu plusieurs scénarios. On a vu l'arrivée au sommet du Cauberg, puis le Cauberg et 2 kilomètres après l'arrivée dans Valkenburg. On va revenir à ça cette année. Et puis, alors je sais plus en quelle année exactement, on avait squeezé le Cauberg pour faire plusieurs boucles après derrière Valkenburg et avoir un scénario moins stéréotypé, quoi. C'était l'idée qui avait été donnée. Ouais. On va passer aux autres équipes avec forcément, on a parlé de la FDJ Suez, la Visma Leasebike, comment ne pas passer à côté, et je parle de la Visma Leasebike avant la SD Works. Visma Leasebike avec forcément le duo Marianne Vos, Pauline Ferrand-Prévot. Faudra pas oublier une Blancavas aussi, mais Marianne Vos, quand même, les deux queens du peloton de la Visma Leasebike. Vos qui a joué le jeu d'équipe pour Pauline Ferrand-Prévot à Roubaix, qui termine 4ème au pied du podium. Est-ce qu'il n'y aura pas un retour d'ascenseur de Pauline Ferrand-Prévot sur ces Ardennaises? Tout au moins sur l'Amstel et Liège, oui. Comme je disais tout à l'heure, c'est tellement atypique l'arrivée de la Flèche Wallonne. Marianne Vos peut très bien passer le Cauberg et être emmenée par Pauline Ferrand-Prévot, un peu comme elle l'a fait au Milan-San Remo. Et oui, il devrait y avoir, de toute façon, que ce soit là ou plus tard dans la saison, il y aura forcément un retour d'ascenseur de la part de Pauline Ferrand-Prévot. Avec Marianne Vos qui, elle, n'a jamais remporté Liège-Bastogne-Liège, qui a remporté 5 fois la Flèche Wallonne et 2 fois l'Amstel. Pauline Ferrand-Prévot qui, elle, dans les Ardennaises, a remporté seulement, entre guillemets, la Flèche Wallonne en 2014, avant que Anna van der Breggen ne pose sa patte sur la course. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Déjà, on se souvient tous, je parlais du scénario de l'Amstel de l'année dernière, Lorena Wiebes qui lance son sprint, qui est en passe de gagner, qui lève les bras, et puis Marianne Vos qui la saute sur la ligne le long des balustrades. Il y avait un vent de face dans cette arrivée. Marianne Vos qui sera forcément encore une des favorites, qui va vouloir prendre sa revanche sur l'Amstel. Elle a montré qu'elle avait la patte dans toutes les classiques du début de saison pour aller jouer la victoire à Liège. Marianne Vos leader pour toi? Elle pourrait être une des co-leaders sur Liège. C'est quelque chose qui est tout à fait dans ses cordes parce que c'est pas non plus, c'est pas l'école qu'elle n'arrive plus à passer comme elle le faisait avant dans sa jeunesse entre guillemets. Bien qu'à 38 ans elle soit toujours jeune, elle le montre encore. Classique après classique. Alors pour l'instant, Marianne Vos qui est annoncée seulement sur l'Amstel, faire Flèche, Brabançonne et Amstel. Elle n'est pas forcément annoncée pour l'instant sur les start lists qu'on a. On enregistre, on va être très transparent avec vous. On enregistre ce jeudi soir. La Flèche Brabançonne ne s'est pas encore déroulée. L'Amstel va se dérouler dimanche, mais elle est annoncée après sur les 3 grands tours, l'Espagne, l'Italie et la France, mais pas sur la Flèche ni sur Liège-Bastogne-Liège. Ça pourrait peut-être changer au dernier moment. Ça pourrait changer au dernier moment, ou elle va peut-être se faire aussi après une saison de classique flandrienne plutôt agréable à voir. Hein. Peut-être une petite semaine de coupure afin d'arriver à Barcelone un peu plus fraîche. Barcelone étant le départ de la Vuelta cette année. Pauline Ferrand-Prévot, elle a les courses dans les jambes. On se dit que l'Amstel travaille pour Marianne Vos, peut-être un petit peu. Liège-Bastogne-Liège, quand on voit ce qu'elle a montré depuis le début de saison, elle a Liège-Bastogne-Liège dans les jambes. Et maintenant la Flèche Wallonne, ça va être un petit peu un point de passage pour elle, une arrivée en bosse face aux meilleurs. Elle n'a jamais réellement prouvé en bosse, en côte depuis son retour sur la route pour l'instant. Quand tu vois la montée de la Via Santa Caterina qu'elle fait pour aller battre Juliette Labou au sprint, c'est vrai. C'est quand même une arrivée qui est assez solide en bosse. Après, elle est tellement surprenante depuis son retour que soit elle peut s'effondrer dans le mur de oui, soit aller jouer avec les cadors, quoi. Et la SD Works maintenant. La SD Works, t'en penses quoi? Kopecky, Van der Breggen, Kopecky qui a une saison de flandrienne malgré sa victoire au Tour des Flandres, qui a explosé dans le final de Paris-Roubaix après une tactique encore magnifique. Tu penses que ça va être compliqué pour elle, que Anna van der Breggen va être un peu plus leader? Elle a remporté 7 fois la Flèche de suite entre 2015 et 2021. Elle a remporté les 2 premiers Liège-Bastogne-Liège en 2007 et 2018, le tout premier Amstel moderne en 2017. Et elle a réalisé donc le triplé ardennais en 2017. Elle, Kopecky, n'a jamais remporté une ardennaise. Et elle a les ardennaises dans les jambes. Alors Anna van der Breggen, c'est pour confirmer son retour sur la route. Lotto Kopecky peut-être en bout de cycle avec la campagne des classiques. Alors, en début de saison, ça avait été annoncé par l'équipe dans leur communiqué pré-saison
que Kopecky Flandrienne avec Vibus jusque l'Amstel, Vibus jusque l'Amstel. Et après, ce serait Anna van der Breggen, leader sur les Ardennaises. Donc, à voir, parce que Lotto Kopecky rêve de gagner les Ardennaises aussi. Puis quand on voit comment, des fois, la tactique peut dérailler sur SD Works, comme on a encore vu sur Paris-Roubaix. Après, Van der Breggen, c'est la patronne, hein, quand même. Hein. Van der Breggen, c'est la boss des Ardennaises. Hein. Et de la SD Works. Et de la SD Works. Pour revenir un peu à cet aspect tactique, je fais une petite digression. Ça rejoint un peu ce qu'on disait l'année dernière sur les SD Works. Dès que le plan ne peut pas être respecté, elles sont perdues. Ouais, c'est vrai. Dès qu'il n'y a pas le plan établi qui se déroule comme elle avait envie de le faire, elles sont perdues. On l'a encore vu samedi dernier. Maintenant, Van der Breggen aussi fait un super retour après sa pause directrice sportive. Elle fait d'Estrade Bianche. Elle bosse pour Kopecky avant d'exploser sur Dwarzer Van der Run et sur le Tour des Flandres. Ce sera elle la patronne. Après, voir comment l'Auto Kopecky va gérer sa déception, parce que forcément, il y aura de la déception de perdre son titre sur Paris-Roubaix. À l'SD Works, alors moi je la sens comme ça, je vais la sentir un petit peu en retrait sur ces Ardennaises par rapport à la Visma et surtout à la FDJ Suez. Elles vont vouloir peut-être jouer l'intox avec ces équipes-là, même si Anna van der Breggen est allée chatouiller Demi Vollering jusque dans les derniers hectomètres au Strade Bianche. Elles vont se cacher, tu penses ? Non, mais j'espère qu'on va pas assister à un scénario, le scénario limite soporifique de l'Omloop Newsblad en disant écoutez, vous avez 3 leaders, nous on a l'Auto Kopecky et Anna van der Breggen, c'est à vous de bosser. J'y ai pensé d'ailleurs, tu vois, j'y ai pensé à ce scénario. Après, Liège-Bastogne et les Ardennaises, c'est dans l'ADN de Vollering, c'est dans l'ADN de Stéphane Delcourt. Donc forcément, elles vont être là pour faire la guerre. Peut-être plus qu'à l'Omloop. Et à Liège, pour garder le titre qui avait été remporté par Chris Brown l'année dernière. On va parler des individualités. Oui. Je veux dire, pour que la FDJ regagne un monument. Exactement. Le but de Stéphane est de gagner tous les monuments, au moins une fois, mais si c'est 2 ou 3 fois, Navi va pas cracher dessus. Ce sera en bonus, on va dire. Il y aura les grands tours qui vont arriver tout de suite. Après, les individualités, parce qu'on a parlé des grosses équipes, mais il y a quand même ces individualités qui sont très fortes. Alors 3, 2, 1 étoile, vous en avez l'habitude. 3 étoiles, c'est pour jouer la victoire. 2 étoiles, c'est au moins pour le top 5. Et 1 étoile, c'est quand même aller pour briller et faire les places d'honneur et se mettre à l'honneur forcément. En 3 étoiles, comment passer à côté de Kasiani Viadoma, la vainqueur du dernier Tour de France, à qui il manque seulement Liège-Bastogne-Liège à son palmarès. Elle a déjà remporté l'Amstel et la Flèche Wallonne. Comment passer à côté d'Elisa Longo-Borghini, qui est une des grandes dames du peloton, la championne d'Italie, mais qui n'a jamais remporté une Ardennaise. Et puis comment passer à côté de Lorena Wiebes sur l'Amstel, avec sa pointe de vitesse, et qui va vouloir prendre sa revanche sur l'année dernière. En 3 étoiles, on a déjà parlé des grosses équipes avec ces grosses individualités pour jouer la victoire, forcément les Van der Breggen, Vos, Ferrand-Prévot, Vollering. Mais là, 3 étoiles sur ces individualités, Niewiadoma, Longo-Borghini, Wiebes, t'es d'accord avec moi ? Alors Niewiadoma, oui, tenante du titre à la Flèche Wallonne, qu'elle a remporté de belle manière. On en parlait l'année dernière, qui a décidé maintenant de ne mettre qu'une seule attaque, mais la bonne, qui avait fait ça à merveille sur le mur de Huy, qu'elle avait géré du pied jusqu'en haut, mais de toute beauté. Devant Vollering et Longo-Borghini d'ailleurs l'année dernière. Evita Music avait terminé 4e. Longo-Borghini, ça va être un petit peu voir comment elle aura récupéré de sa commotion cérébrale du Tour des Flandres. C'est vrai. Là, elle reprend juste sur la Flèche Brabançonne. Donc peut-être pour se remettre en jambes sur la Flèche Brabançonne et sur l'Amstel, pour pouvoir performer sur au moins sur les Ardennaises, les Ardennes belges. Et Lorena Wiebes, à voir comment elle va passer cet enchaînement de Koberg, mais il faut voir que par rapport à l'année dernière, non seulement là, il y avait le final très atypique, mais aussi la course avait été atypique dans le sens où elle avait été neutralisée quasiment avec une chute, après 30 km de course. Le peloton avait rejoint le bas du Koberg en convoi, en course neutralisée. Et la course était vraiment jouée sur que 3 tours, avec 2 fois le Koberg, 2 fois le Bemelerberg et le 3e, dont j'oublie systématiquement le nom. Et ça s'était réduit à une course de 60 km. Donc voir par rapport aux monts qui seront là avant, dont le Keutenberg, où on était l'année dernière sur l'Amstel, mais on n'a pas vu les coureurs, vu qu'elles ont contourné le mont.
À voir comment la multiplication des monts avant le circuit final peut l'affecter ou non. Après, Lorena Wiebes est une coureuse capable de passer les bosses. Elle l'a prouvé. Dans Wevelgem. On peut penser au Poggio aussi. Elle a prouvé sur le Poggio le mois dernier. Pas loin. Oui. Le Ronde van Vlaanderen où elle est pas loin. Hein. Ah ouais. C'est un peu le même genre de boss sans les pavés. On peut comparer le Koberg au Poggio ? Ouais, sans souci. Ouais. Bon, on a là ces coureuses 3 étoiles en individualité qui vont être amenées à jouer la victoire. En 2 étoiles, là on va être, comme je le disais, vraiment dans des filles qui vont pouvoir jouer un coup et pourquoi pas la victoire, au moins top 5. Il y en a une qu'il faut mettre en avant quand même, Kimberley Lecourt, la Mauricienne qui fait un excellent printemps de classique et qui sincèrement, moi me bluffe. Elle progresse énormément, 29 ans, elle fait 5ème du Tour des Flandres, 5ème de Milan-San Remo. Donc forcément, on doit la mettre dans les 2 étoiles. Puck Peters, obligé, là aussi. Liane Lippert qui fait un très bon printemps. Noémie Rugg, parce que Noémie Rugg a fait 3ème de Milan-San Remo et elle est à l'avant sur toutes les courses, donc on doit la mettre devant. Et puis Elisa Balsamo, un cran, alors seulement pour l'Amstel, mais Elisa Balsamo, un cran plus bas que Lorena Wiebes, parce que Elisa Balsamo, un petit peu en retrait sur ce printemps. Mais on est là dans ces coureuses avec Lecourt, Peters, Lippert et Rugg principalement qui vont être en retrait par rapport aux grosses favorites, mais attention à elles. Lecourt, la première qu'on a citée, hein, l'année dernière c'était un peu un printemps surprise, on la découvrait parce qu'elle n'avait pas beaucoup, c'était sa première vraie saison sur route en Europe, on l'a couru pas mal sur le circuit africain. Elle confirme en fait ses aptitudes à bien marcher sur le classique. Après le Tour des Flandres, elle se sentait un peu fatiguée, donc elle a préféré faire l'impasse sur Roubaix pour justement se régénérer pour le triptyque ardennais là, qui arrive. Et elle peut y briller, sans aucun doute. Ce genre de course avec des montées pas très longues, où ça se fait au punch, c'est un peu le même genre de finale, un Koberg pour elle. C'est un peu le même final que vers l'Aquila où elle avait gagné l'année dernière au Giro. Et Kim Lecourt qui avait fait 4ème de l'étape à Liège au Tour de France l'année dernière. Également. Remporté par Peters, devant Vollering, Niewiadoma, Lecourt et Noémie Rugg qui avait fait 5ème, Talita de Jong qui avait fait 6ème. Donc voilà, on n'est pas très loin dans cette hiérarchie. Et Lecourt qui avait perdu du temps dans la chute du lendemain, qui avait notamment mis à terre Demi Vollering. Rapidement, à 1 étoile, quelques noms par-ci par-là que j'ai remarqué sur les start list, Marlène Reusser, Marta Cavalli, Kristen Faulkner, Cédrine Carbaol, qui forcément sur ces parcours ardennais vont pouvoir, pourquoi pas, faire une place. Reusser qui est renaissant, je trouve, qui se remet à l'attaque. À la Movistar. Qui sera peut-être aussi en support de Lippert, voire pour suppléer Lippert si l'Allemande a un petit coup de moins bien. Marta Cavalli, que personnellement, par rapport à sa saison l'année dernière où elle a eu enchaîné les pépins physiques, mentaux, j'imaginais pas déjà revenir à ce niveau-là, à l'attaque sur le Binda, dans le final de Milan-San Remo. Marta Cavalli qui revient bien, qui renaît. Kirsten Faulkner qui revient aussi, qu'on a très peu vu encore cette saison, qui s'est focalisé sur les Ardennaises pour préparer le début de saison. Et une Cédrine Carbaol, le feu follet français, qui est toujours surprenante, qui peut sortir du chapeau à tout moment, qui peut aller chercher un top 10 sans problème. Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour présenter ces Ardennaises, cette semaine d'Ardennaises. Avant ce triptyque, alors il y aura aussi la Flèche Brabranson qui a été placée vendredi 48 heures avant l'Amstel Gold Race. Ce podcast va sortir ce dimanche, le jour de l'Amstel. La Flèche Brabranson sera déjà passée. Ne vous inquiétez pas, on fera un débrief de tout ça au retour, juste après Liège-Bastogne-Liège. J'allais dire au retour des vacances, oui, parce que il faut caler parfois quelques petits jours de vacances. On a été à fond sur la campagne de Flandrienne, sur les Ardennaises. On va regarder ça un petit peu de loin, Julien, mais on va regarder ça de près quand même pour aller analyser tout ça. Et puis on va basculer très rapidement sur le Tour d'Espagne qui va arriver juste après Liège-Bastogne-Liège. Autant chez les hommes que chez les femmes, après les Ardennaises, les grands tours. Et le Tour d'Italie pour les hommes, Tour d'Espagne pour les femmes. Là aussi, on va avoir de belles batailles, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. On vous parlera de tout ça. Merci Julien, à très bientôt. On va se retrouver pour l'après-Ardennaise et tout de suite pour la Vuelta, on le sait très bien. Avec plaisir, on se
se retrouve très très vite. Un grand merci Julien d'être si fidèle aussi à Vélo Podcast depuis le début pratiquement de Vélo Podcast. C'est le 101e podcast là avec donc la présentation des Ardennaises. Julien, je te remercie beaucoup. Merci à vous, à toutes et à tous de nous écouter toujours autant sur Vélo Podcast. On est depuis un mois maintenant à environ 10 000 écoutes en audio, 10 000 écoutes si on compte aussi la chaîne YouTube. On est à pratiquement même un peu plus de 13 000 auditeurs, donc un grand merci à toutes et à tous. Retrouvez-nous donc sur les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast et puis notre chaîne YouTube, ainsi que les réseaux sociaux de Vélo Podcast, Actu Cyclisme Féminin, là aussi, le site internet et puis les réseaux sociaux. Julien, à très bientôt. À très bientôt à tous. Allez, ciao ciao et bonne semaine d'Ardennaise.